voudrais fidéliser mes salariés, voilà, j'ai envie de leur donner des primes, mais et on a dit mais comment vous faites pour donner une prime? Il dit je regarde mon compte en banque et je vois si c'est de l'argent. Et si c'est de l'argent, je leur donne. Si je peux les augmenter ou pas. Et on était là, mais c'est pas possible. Mais il y en a beaucoup qui pilotent au compte bancaire. Oui, ils pilotaient au compte bancaire. C'est-à-dire, ok, peut-être que ton compte bancaire aujourd'hui, mais est-ce que tu sais combien de fournisseurs t'as pas payé? Est-ce que tu sais si ton IS il est passé? Est-ce que tu sais si ton URSSAF est passé? Alors, c'est trop volatile. Le compte bancaire aujourd'hui, il est de temps, mais où t'en es? Tes transferts sont rentrés, tes fournisseurs, t'en es où? Tu peux pas piloter qu'au compte bancaire. Bienvenue sur le podcast En Business Soyons Cash. Ce podcast a pour vocation de venir parler de questions encore trop tabous dans les entreprises et de les aborder avec franchise et authenticité. Je m'appelle Pauline Thiboux, anciennement huissier de justice. Ça fait 12 ans que j'évolue dans le milieu du recouvrement et des procédures judiciaires. Je vois au quotidien des chefs d'entreprise confrontés à des impayés qui répètent souvent les mêmes erreurs. Ils se sentent perdus et ces erreurs les mènent parfois jusqu'à la faillite. Il faut savoir qu'en France, chaque année, des dizaines de milliers d'entreprises font faillite. En 2024, nous allons approcher les 70 000 défaillances. 90% de ces défaillances d'entreprises touchent des TPE et des PME. À travers ce podcast, ma volonté est de venir éveiller les consciences sur la relation client, le cash, le juridique et la vision d'entreprise pour permettre aux dirigeants de prendre de la hauteur, avoir les bonnes pratiques et développer sereinement leur entreprise. Avec mes invités, je partage les bonnes pratiques à adopter et aujourd'hui, je vais accueillir une experte comptable qui va permettre de nous donner les clés pour piloter sereinement son entreprise, tout simplement pour ne pas se crasher. En business, soyons cash, c'est parti pour l'épisode du jour. Et bonjour Karine, merci beaucoup d'intervenir sur ce podcast autour de ce sujet. Piloter pour ne pas se crasher. On voit déjà de quoi on va parler. Donc, pour recontextualiser un petit peu, on est dans une période compliquée en ce moment, avec beaucoup de défaillances d'entreprises. On évolue dans un monde qu'on appelle VUCA, donc un monde volatile, un monde incertain, un monde complexe et un monde ambigu. Il y a énormément de changements, il y a un flot d'informations qui viennent des fois aussi brouiller la façon dont on peut prendre des décisions, des informations des fois contradictoires, les choses vont vite, changent vite, et pour un dirigeant d'entreprise, il est plus que jamais primordial de pouvoir anticiper et de pouvoir justement piloter son entreprise à travers tout un nombre d'indicateurs pour justement prendre les meilleures décisions possibles, au-delà de dire les bonnes décisions, parce qu'une bonne décision aujourd'hui n'est peut-être pas la bonne décision dans quelques semaines ou mois, mais à l'instant T et par rapport au contexte dans lequel on est, ça serait la meilleure solution, et ça ne s'improvise pas, ça se pilote. Donc c'est de tout ça dont on va parler ensemble. Mais avant, Karine, je te laisserai te présenter puisqu'on s'est rencontrés sur LinkedIn. Donc, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui et je te laisse nous retracer un petit peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à l'expertise comptable? Pourquoi l'expertise comptable? Qu'est-ce qui te différencie peut-être d'autres experts comptables? Voilà, si tu peux nous dire tout ça, je te laisse la parole. Merci Pauline. Moi aussi, je suis ravie de participer à ce podcast, de te rencontrer en vrai, parce que c'est vrai qu'on s'est rencontrés sur LinkedIn. C'est ça aussi le pouvoir des réseaux. Exactement. Et donc mon parcours, alors moi j'ai pas un parcours classique d'expert comptable qui a fait comptabilité et qui arrive jusqu'à l'expertise. Moi à 18 ans je savais pas ce que je voulais faire, donc j'ai fait une prépa HEC et j'ai intégré une école de commerce. Donc en école de commerce, j'ai fait un apprentissage et j'ai travaillé en direction financière et ça m'a beaucoup plu. J'ai passé le parcours au sein donc spécialisé expertise comptable et financière au sein de mon école de commerce. Ensuite, j'ai travaillé en contrôle de gestion pendant quelques années. Et j'ai vite compris que le monde de l'entreprise, c'était compliqué quand on était une femme, quand on voulait avoir des enfants, quand on voulait avoir une vie équilibrée, vie de famille, équilibrée. C'était un peu difficile, surtout si on veut des postes à responsabilité. Donc moi, c'était mon objectif d'avoir vraiment une carrière et des enfants. J'ai jamais transigé entre les deux, je voulais avoir tout. Et donc, je me suis rendu compte que ça serait compliqué, donc je me suis orientée pour compléter mon master de comptabilité, donc qui s'appelle le DSCG. J'ai passé les yeux qui me manquaient. J'étais enceinte de ma fille. C'était vraiment le projet de passer tout de front. Ensuite, j'ai continué encore un peu en contrôle de gestion, et une fois que j'ai validé tout mon master, je me suis orientée en comptabilité. Donc, j'ai fait mon stage d'expertise avec ce background de direction financière, contrôleur de gestion.
En parallèle aussi, c'est que mon mari aussi passait le DSCG, donc le master. Lui, il était analyste financier à la base et on a passé le master ensemble. Donc lui aussi reparti en cabinet d'expertise comptable. On a fait notre stage ensemble. Bon, les choses ont fait que moi j'ai eu des enfants et que ça m'a mis plus de temps pour arriver au diplôme d'expertise comptable. Lui, il était bien dans sa boîte et donc il a mis plus de temps aussi. Et on s'est retrouvés. Vous avez pris votre temps, voilà, quoi. on a pris notre temps. C'est bien. Et on s'est retrouvés au DEC, donc au Bac+8, ensemble. On l'a passé ensemble à 6 mois d'écart. Et on s'est retrouvés diplômés la même année. Ok. C'est vraiment un concours de circonstances qui a fait que moi, c'était les enfants, j'ai fait des pauses bébés à chaque fois. Et lui, il voyait pas, il était bien, donc il a pas passé tout de suite. Donc c'était bien. On s'est retrouvés comme ça. On a créé donc le cabinet. Une fois qu'on était diplômés, donc on a créé le cabinet ensemble, associé à 50-50, on est co-gérants tous les deux. Et donc le cabinet s'appelle MK Défi. Donc M pour Michel, K pour Karine, Défi pour direction financière, donc DFI, et relever les défis de nos clients. Donc, Trop bien. Le nom a plein de sens. Est vraiment chouette. Ce côté, voilà, effectivement, les finances, parce que finalement, c'est quand même un vrai métier. Et effectivement, l'entrepreneuriat, c'est des défis quotidiens. Et je sais pas si c'est plus ou moins que des années passées, mais en ce moment, vraiment, depuis quelques années, là, avec les crises qui se succèdent, etc., c'est quand même... on voit beaucoup de spécialistes un peu dans différentes matières sur les difficultés d'entreprise qui nous parlent de difficultés conjoncturelles. Et là où je suis pas toujours d'accord avec les analyses qui sont faites, c'est que je trouve que les difficultés conjoncturelles qu'on nous présente, ça révèle des vraies difficultés structurelles dans des entreprises. Parce qu'en fait, on voit que les pivots à faire pour justement arriver à surmonter ces différentes crises conjoncturelles font que finalement, on touche des problèmes structurels, je trouve. Et on voit des grosses enseignes, des grosses entreprises qui sont là depuis des années, qui en fait déposent le bilan alors qu'on s'y attendait pas du tout. Et à contrario, des petites entreprises hyper agiles qui, elles, s'adaptent super vite aux différentes mutations qu'il peut y avoir. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose de structurel en fait. Oui, clairement, on est dans un monde qui bouge beaucoup, c'est ce que tu disais, un monde VICA. On est vraiment dans un monde qui bouge beaucoup avec l'IA, tout le monde a peur. Bon, les experts comptables, les premiers, ah oui, mais comment on va faire avec l'IA, la facture électronique, on n'aura plus de travail. Ben non, on va s'adapter. Au contraire, la facture électronique va nous faire gagner du temps, il faut s'adapter à tout ce monde qui bouge, être agile, tout à fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'attend plus d'un expert comptable qui fait juste la compta et qui vous calcule votre IS, votre TVA très bien. Tout le monde sait, n'importe quel expert comptable pourra vous le faire. Mais on attend vraiment du conseil, de l'accompagnement, de la gestion anticipée. Moi, là, on enregistre en décembre, donc je sais pas quand est-ce que ça sortira, mais moi, tous mes clients, on est en train de se voir, de savoir qu'est-ce qu'on fait, on optimise, combien ils vont avoir d'IS à payer, est-ce qu'on sort en rémunération, est-ce qu'on prend du dividende, et dans ce cas, combien ça va leur coûter, est-ce qu'on fait des investissements cette année, on les fait en 2025, on calcule un peu, et ça, c'est de l'anticipation. Il ne faut pas avoir ces chiffres le 15 mai, parce que c'est fini le 15 mai, le bilan comptable est terminé au 31 décembre. C'est maintenant qu'on anticipe et qu'on décide de faire de l'investissement ou pas. Oui, complètement. Et ce qui est intéressant dans votre binôme, avec ton mari, c'est ce côté, lui, analyse financière, et toi qui as été en direction administrative et financière d'une entreprise, où vous avez peut-être aussi cette vision où on anticipe les choses, parce que très souvent, moi je le vois soit dans des clients, soit en discutant un peu avec des personnes dans ce milieu-là, ou qui ont eu des conseils de leur expert comptable, disent non mais l'expert comptable c'est bien, mais il regarde dans le rétroviseur. C'est vraiment souvent ce qu'on entend. Et en fait, ce dont ont besoin des chefs d'entreprise, c'est aussi d'avoir de la projection. Ce qui s'est passé, c'est bien, et c'est hyper important de tirer les leçons de ce qu'on a fait, de voir pourquoi ça s'est passé comme ci ou comme ça, de comprendre ces chiffres, c'est essentiel, mais surtout de se dire, ok, et maintenant, comment on fait pour dans 6 mois, je suis où, dans 1 an, je suis où, et de pouvoir se projeter. C'est ça qu'on attend aussi, et je pense que c'est ce que vous essayez de faire. C'est exactement ça, c'est tous les enjeux. Moi, j'ai des clientes, par exemple, qui ont pris la crise, c'était compliqué, pas de chiffre d'affaires en septembre. Elle me dit, bon, là, qu'est-ce qu'on fait? On ferme la boîte. Et je lui ai dit, non, on va pas fermer la boîte. On va se poser. Donc, on a fait un prévisionnel de trésorerie. On s'est posé ensemble. On a fait des stratégies. On a dit, OK, si vous rentrez tant de chiffre d'affaires, on fait ça. Si vous rentrez pas tant de chiffre d'affaires, déjà, peut-être on va abandonner les locaux de coworking. On va laisser tomber. Peut-être qu'on va licencier ou peut-être qu'on va d'abord diminuer la passer à 50%, votre salarié. Peut-être carrément enlever son salaire. Peut-être diminuer aussi votre rémunération. Mais en tout cas, il faut passer cette crise. Elle me dit oui. Au début, elle me dit, on crame tout le cash et après, on ferme la boîte. Maintenant,
on va pas faire ça. On va pas cramer le cash et fermer la boîte. Et donc, elles ont réussi avec les tips qu'on a eu, les choses qu'on a mis en place, à avoir un prévisionnel, à finalement reprendre, à avoir du chiffre d'affaires et à pouvoir maintenir. Elles ont diminué un peu leur salaire, mais elles ont continué à avoir leurs salariés et même si elles n'étaient pas à temps plein, en tout cas, à continuer la société à vivre. Et c'est grâce à cette anticipation qu'on n'arrive pas à une fermeture de société, parce qu'une fois que tout votre cousin de sécurité il est fini, c'est terminé, la boîte, il n'y a pas de cash, il n'y a plus de... Et puis souvent, on voit que les entrepreneurs, en fait, ils le sentent. Enfin, tu vois, ils sentent le vent tourner. Et nous, on en a plein qui nous disent ah, mais je sens que c'est plus compliqué, je sens que les clients, ils mettent plus de temps à répondre. Ils changent souvent d'avis, ils mettent peut-être un peu plus de temps à payer. Et en fait, ça, c'est plein de petits signaux, potentiellement des signaux faibles, mais plein de signaux à écouter et à regarder quand même de près en se disant il y a un truc qui est en train de se passer, qui est en train de changer, et c'est le moment potentiellement d'anticiper, de pivoter, et donc justement d'aller se rapprocher de son expert comptable ou de conseiller autre si l'expert comptable n'est pas câblé, entre guillemets, vraiment conseil et contrôle de gestion et accompagnement comme ça sur la durée, aussi un accompagnement stratégique, et donc d'aller prendre des conseils pour justement prendre de la hauteur et essayer de trouver des pistes pour se sécuriser tout simplement, et potentiellement pivoter aussi quand on sent que tel ou tel type de clientèle commence à être compliqué, quoi. Mais c'est essentiel de prendre de la hauteur, et c'est ça aussi le rôle de conseil qu'ont les experts comptables. Et donc c'est pour ça que nous on a la double casquette expert comptable et directeur financier. C'est vraiment on les accompagne vraiment à 360. Parce que si on fait que votre compta, c'est ce que tu disais, on va regarder dans le rétroviseur. Et c'est exactement ça. Le bilan comptable, c'est la photographie de votre entreprise le 31 décembre, si vous clôturez le 31 décembre. C'est très bien. Il faut l'analyser, il faut voir ce qui s'est passé l'année précédente, et aussi savoir combien vous allez payer d'impôts, comment optimiser votre rémunération. Tout ça, c'est des choses qui sont essentielles. Mais ça suffit pas. Si vous avez une photographie de votre entreprise le 15 mai et le 31 décembre, vous l'obtenez le 15 mai, mais elle représente 31... Il y a la moitié de l'année qui est passée. Ça veut dire que vous avez raté la moitié de l'année en décision. Donc non, moi, mon objectif, c'est de clôturer tous mes bilans avant le 31 mars. Donc, par exemple, là, j'ai fait un bilan le 30 septembre. Elle a eu ses chiffres en novembre, elle avait sa plaquette, ses chiffres, le rendez-vous bilan en octobre. Tout était finalisé parce qu'on suit la compta mensuellement. Et on est là, on accompagne nos entrepreneurs. On est vraiment des business partners. On est vraiment avec eux pour prendre les décisions... j'ai envie de dire quasi en temps réel, c'est avec un mois de décalage parce qu'il faut qu'on clôture le mois et on fait le rendez-vous ensuite, le temps d'analyser la compta et d'analyser la data, mais c'est du quasi temps réel, et les entrepreneurs ont besoin de vision. Il y a une recherche de ça, il y a vraiment une recherche de ça, parce que tout devient de plus en plus complexe, on l'a dit justement dans cet environnement vical, c'est complexe, c'est ça en fait, c'est que il y a entre la réglementation, en plus il y a de l'incertitude de partout. Là, à l'heure où on se parle et où on enregistre, on n'a pas de loi de finances, on n'a pas de gouvernement, bref. Je sais pas combien où est-ce qu'on va être dans 6 mois, on n'en fait rien. Et pour autant, les entreprises ne peuvent pas attendre parce que ça se tend. Et donc, il y a des décisions qui sont à prendre quand même, malgré le fait qu'on n'a pas toutes les cartes. C'est ça. Et c'est important. Et donc, justement, ça va nous emmener sur vraiment le cœur du sujet. Donc, piloter son entreprise. Comment on fait pour piloter son entreprise? Parce que c'est facile à dire, on pilote, ok, super. On compare souvent une entreprise, et tu me l'avais dit aussi quand on avait préparé l'épisode, à conduire une voiture. Donc, quels sont pour toi les indicateurs principaux, pas 50, peut-être 2 ou 3, principaux à suivre pour piloter une entreprise? Oui, ce qu'on disait, c'était que comme quand on pilote une voiture, donc on a le tableau de bord, on sait combien d'essence on a, à quelle vitesse on va, quelle vitesse on roule, on voit le niveau d'huile, le voyant moteur qui est bon, tout ça. Ça nous permet de conduire la voiture. Mais si vous pilotez pas votre entreprise et vous savez pas où vous en êtes, vous pourrez jamais avoir une vision. C'est comme si vous pilotez les yeux fermés. Donc moi je dis souvent, l'essence c'est le cash, combien de cash on a, mais pas le cash aujourd'hui à l'instant T. C'est vraiment prévoir. Donc je sais que le 15 je vais payer mon URSSAF, je sais que je vais payer l'IEG, j'ai tel fournisseur, j'ai tel client qui rentre. C'est pas le cash aujourd'hui dans votre entreprise. C'est vraiment savoir qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qui va rentrer. Il y a bien sûr la rentabilité. Parce que souvent, la comptabilité générale, c'est la rentabilité globale de votre entreprise. Vous pouvez être très rentable globalement et avoir des activités qui sont plus ou moins rentables. Et ça, c'est important d'analyser par activité pour savoir où vous en êtes. Parce que vous pouvez faire des choix stratégiques. Par exemple, avoir une activité qui est très rentable et une autre que vous avez envie de développer. Peut-être qu'aujourd'hui, elle n'est pas rentable, mais peut-être que demain, elle sera rentable. Ou est-ce que vos clients ont besoin de cette activité? Donc, si vous la faites pas, vos clients ne vont peut-être pas venir. Donc, il y a
peut-être qu'elle est moins rentable que l'autre, mais vous en avez besoin pour vendre l'autre. C'est tout des choix stratégiques à faire et pour ça, il faut analyser vos chiffres pour savoir où vous en êtes. Et avoir conscience en fait. C'est ça. Avoir conscience et une fois qu'on a vu que telle activité était rentable ou ne l'était pas, c'est se poser la question, est-ce qu'on la continue, est-ce qu'on ne la continue pas, et si on la continue, oui, parce que, ou on l'arrête parce que, et du coup on a des vraies prises de décision éclairées. Donc on va être sur piloter vraiment, regarder l'indicateur rentabilité et l'indicateur trésorerie. Et pour rentrer un peu plus dans le détail de la question de la rentabilité, c'est quoi une boîte rentable? Alors, la rentabilité, déjà, il faut calculer son point mort. C'est vraiment le point où vous avez couvert tous vos charges fixes et vos charges variables. C'est-à-dire déjà, d'abord, comment on analyse? On a votre chiffre d'affaires. Ensuite, on enlève les coûts variables. Et ça permet d'avoir la marge sur coût variable. Des coûts variables, c'est tout ce qu'on va exposer comme charge pour une commande, par exemple, d'un client. Et qui ne sont pas des coûts fixes. C'est vraiment que lié à cette commande. Donc déjà, il faut être rentable sur ça, parce que si déjà vous n'êtes pas rentable là, donc ça sera impossible de couvrir vos coûts fixes. Ensuite, on analyse derrière les coûts fixes. Donc par exemple, votre expert comptable, vos locaux, vos salariés, quand vous faites par exemple une assistante qui ne ferait pas de la production, tout ça on analyse, on enlève et on arrive au résultat de votre entreprise. Donc ça, un indicateur, c'est ça le résultat. Mais ce qu'on veut savoir aussi, c'est le point mort. C'est à quel moment vous basculez où vous êtes à zéro, avec tel chiffre d'affaires, vous êtes à zéro. Ça, c'est important de le savoir. C'est à partir de tel chiffre d'affaires, je gagne de l'argent. Avant, j'en gagne pas. Après, j'en gagne. C'est comme des fois, on entend, je commence à gagner de l'argent à partir du 1er octobre. Voilà, par exemple, des fois, on entend, notamment quand les gens râlent sur le montant des cotisations, en disant, ah, bah, ça y est, je vais commencer à travailler pour moi, ou à partir de telle date, je ne travaille plus que pour les charges, etc. Mais c'est important, effectivement, de savoir qu'il y a un moment où on commence à effectivement gagner de l'argent, quoi. Et il y a aussi des paliers de charges, parce que si vous grossissez, donc vous augmentez votre chiffre d'affaires, peut-être que vous avez besoin de locaux plus grands, donc on va passer à un palier de charges, donc c'est un nouveau seuil de rentabilité à atteindre. Donc il faut savoir que si on décide d'embaucher, si on décide de passer dans des locaux plus grands, si on passe ce palier de charges, est-ce qu'on est capable de supporter cette embauche? Est-ce qu'on est capable de supporter ces charges? Est-ce que je vais avoir le chiffre d'affaires engrangé derrière? Est-ce que je fais un investissement et je me projette pour dire plus tard, je sais que cette embauche va me permettre de développer mon chiffre d'affaires, ou alors non, je fais le choix de déléguer, je prends un sous-traitant, ok, il n'est pas un interne, mais au moins je peux arrêter quand je veux, je prends un CDD, voilà, c'est toutes ces choses qu'il faut réfléchir avec son expert comptable, avec son conseil en tout cas, pour piloter. Et là, c'est les chiffres qui parlent. C'est les chiffres qui parlent, exactement. C'est les chiffres qui parlent. Non, mais c'est vrai, c'est important parce que souvent, on voit des chefs d'entreprise qui sont très bons dans leur domaine, très bons dans leur matière, dans leur métier, mais qui pour autant sont allergiques presque aux chiffres. Oh, mais ça, c'est pas pour moi, c'est pour mon expert comptable. Oui, mais en fait, c'est important de les comprendre un minimum. Après, on verra après comment est-ce qu'on fait dans la pratique et concrètement pour pouvoir suivre tout ça. Mais quand bien même on fait faire, on délègue, il faut quand même comprendre, je trouve, c'est hyper important en tant que dirigeant et c'est le métier de chef d'entreprise, quoi. C'est exactement ce que mon post de LinkedIn hier. C'était exactement ça. C'était entre les bons entrepreneurs et les mauvais entrepreneurs. Le mauvais entrepreneur, il a ses chiffres, il regarde sa trésorerie, il dit « Ok, j'ai de l'argent, très bien, je continue comme ça. » Et le bon entrepreneur, il va anticiper, il va regarder, il va prendre la décision en connaissance de cause, bien sûr avec les cartes qu'on a en main aujourd'hui, parce qu'on prend des décisions avec ce qu'on sait aujourd'hui. Et peut-être que demain, on a de nouvelles cartes, et peut-être qu'on va réajuster notre décision. Moi, je sais que les entrepreneurs, en fonction de la taille, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir au moins 2 rendez-vous dans l'année. Alors, un rendez-vous mi-année, un rendez-vous fin d'année. Et si vous êtes une grosse boîte, c'est mensuel ou trimestriel. Oui, pour qu'il y ait un suivi vraiment régulier. Vraiment, et puis, justement, on en parlera un peu plus après en détail par rapport à ça. Et ensuite, la trésorerie. Donc, quand on dit on suit sa trésorerie, là, on est vraiment... Déjà, c'est pas la même chose, avoir de la trésorerie et être rentable. Ah oui, c'est pas la même chose. Bon. En principe, quand même, quand on n'est pas rentable, au bout d'un moment, on n'a plus de trésor. C'est ça. Ça prend un peu comme neige au soleil. Sauf si on remet toujours au pot. Les startups, elles sont pas rentables et elles ont des investisseurs. Oui, parce qu'elles ont des intérêts. Voilà, et donc eux, ils peuvent avoir des gros niveaux. Voilà, elles sont clairement pas rentables pendant des années. Et c'est, en fait, le résultat, il peut être divisé en 3. Il y a le résultat d'exploitation. Donc vraiment, votre rentabilité, combien de bénéfices vous sortez de votre activité. Il y a le résultat financier. Une start-up, clairement, quand elle investit, forcément, ils mettent de l'argent, ils mettent de l'argent. Donc il y a pas, c'est juste de l'apport. Ou si vous faites un prêt, donc vous allez avoir de la trésorerie, mais c'est un prêt en fait que vous a fait, c'est la banque qui vous a fait un prêt, donc vous avez une grosse trésorerie, mais c'est pas votre rentabilité, en fait, c'est pas vous. Et le résultat exceptionnel, si vous avez fait une vente exceptionnelle et tout. Mais clairement, ce qui compte, c'est le résultat d'exploitation. Combien vous avez gagné d'argent
avec votre activité. Complètement. Et inversement, donc là, l'exemple de la start-up est très bien parce qu'effectivement, il peut y avoir des très très gros niveaux de trésor et zéro rentabilité, mais il y a quand même du cash. Et inversement, on peut avoir des boîtes qui sont pas forcément, qui sont rentables, mais qui en termes de trésorerie, ont peut-être pas beaucoup de trésorerie parce que ça peut être piloté de façon à payer peut-être ses fournisseurs rapidement pour avoir une politique, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais politique de moi j'ai 0 délai de livraison, où c'est dès que je reçois la marchandise, je livre, etc. Et du coup, ils réduisent au maximum le montant ou l'argent d'or, en fait, entre guillemets, sur le compte pour pouvoir avoir une efficacité en termes de livraison. Et donc, la trésorerie peut vraiment faire des entrées-sorties, et finalement ne pas avoir un très gros niveau de trésorerie, quoi. Et c'est là qu'on rentre dans la notion de BFR, de besoin en fonds de roulement. Ah bah justement, tiens, explique-nous un petit peu ce qu'est besoin en fonds de roulement. On rentre dans cette gestion de la trésorerie. Parce que ce que tu disais, c'est par exemple un client... je fais une prestation qui vaut 1000 et cette prestation à moi elle me coûte 800 € pour payer mes fournisseurs. Si je mets du temps à payer mes fournisseurs, ok, les 800 € je les ai pas payés tout de suite et donc mon client il va me payer par exemple, je vais avoir plus 200 puisque je vais les avoir tout de suite. Mais si maintenant mon client il met 6 mois pour me payer, moi j'ai payé mon fournisseur tout de suite, forcément les moins de j'ai sorti mes 800, donc j'ai payé mon fournisseur. Moi mon client il me paye dans 3 mois. Donc, ces 200 là, ces 1000 que j'ai pas encore encaissés, il faut que je les finance. Oui. Et je vais les encaisser, mais c'est dans 3 mois, donc j'ai un trou dans la trésorerie. Et donc, c'est ça le besoin en fonds de roulement, c'est vraiment de calculer, de savoir combien on a besoin de trésorerie et d'anticiper pour pas se retrouver dans le rouge. Moi, j'ai 2 clientes qui travaillent avec des grosses boîtes, et les grosses boîtes, on sait qu'elles payent, elles respectent pas les délais de paiement. Vous savez que vous allez être payé, mais vous savez pas quand. Et elles avaient des délais de paiement de 6 à 9 mois. Et pour financer ce BFR, parce que c'était un gros projet c'était hors de question de dire non, elles ont dû faire un emprunt bancaire. Et pour financer ces 6 à 9 mois de trésorerie, parce qu'il fallait bien payer les prestataires, il fallait bien payer les locaux, il fallait bien payer les salariés. Et pendant 9 mois, vous travaillez, mais vous n'avez pas de cash qui rentre. Et ça, il faut bien le financer. Après, bien sûr, ça roule parce que vous avez des factures récurrentes, donc le BFR, il s'entretient. Mais sans ce prêt à la banque, l'entreprise aurait coulé. Il y a plein de solutions qui existent en plus pour avoir des concours bancaires à court terme aussi, notamment, et on a fait un épisode là-dessus, je renverrai les personnes aussi sur l'écoute de cet épisode-là, notamment sur la facturage, sur certains, alors ça marche pas tout le temps, etc., donc il faudra écouter l'épisode pour comprendre vraiment ce que c'est, mais typiquement c'est une solution aussi qui permet d'avoir du cash tout de suite quand on a des délais de paiement qui peuvent être plus longs sur des clients professionnels, et ça c'est des choses qui sont importantes aussi à connaître en tant que chef d'entreprise pour pouvoir savoir est-ce que c'est un concours bancaire, est-ce que c'est un concours par facturage, est-ce que je prends des acomptes, pas d'acomptes, parce qu'en fait aussi il y a ces sujets-là, souvent nous on le voit pour aller alléger son BFR, de prendre des acomptes, des facturations d'avancement, travailler sur toute sa chaîne forcément de relance et de risque client en fait tout simplement pour supporter le moins longtemps possible cette charge-là quoi. Ouais, cet argent qui est dehors qu'il faut financer parce que vous l'avez pas et donc même si vous avez votre facturation elle est faite, vous avez cet argent qui est dehors donc faut le financer en fait. C'est du temps que vous n'avez pas d'argent. Complètement. C'est important aussi de décorréler le côté c'est de la gestion financière versus le sentiment personnel que peut avoir le dirigeant, notamment dans des toutes petites entreprises. Et j'ai l'exemple d'une personne en tête qui demande pas d'acompte parce qu'il est mal à l'aise de demander de l'argent quand le travail n'est pas encore fait. Sauf que du coup, comme il a de la matière première, c'est dans le bâtiment, il a de la matière première à acheter. En fait, c'est les factures d'autres clients, donc le paiement des autres clients qui vont venir financer le besoin de marchandises des clients d'après. Et sauf que du coup, il passe son temps à courir. Ah, j'ai vite aller finir ce chantier parce que j'ai celui-là qui démarre, donc il faut que je finisse celui-là pour que le client me paye, pour que je puisse acheter mes marchandises pour l'autre client. J'ai dit, mais en fait, si tu veux grossir et si tu veux continuer à te développer, tu ne peux pas continuer comme ça, en fait, ça va bloquer. Ça va bloquer. Mais clairement, au moins, demander la compte même au prix de la marchandise. À minima, oui, mais c'est ça. Ouais. À minima pour qu'il n'ait pas à avancer cet argent. C'est ça. Parce que sinon, c'est une course sans fin, en fait. Ah oui, sinon, il ne pourra jamais se développer, il ne pourra jamais investir, il ne pourra jamais grossir. Ou il a un plafond de verre, quoi. Voilà, et exactement. Il ne pourra jamais le dépasser. Exactement. Alors que finalement, c'est une question après aussi d'état d'esprit et de changer la façon d'aborder les choses et de son client.
c'est pas d'être mal à l'aise de demander de l'argent quand le travail n'a pas commencé, simplement d'expliquer à son client, il y a beaucoup de pédagogie à avoir, mais pour avoir la pédagogie, encore faut-il comprendre soi-même les enjeux que ça peut avoir aussi en financier, pour pouvoir être à l'aise de demander un acompte à son client. Et à contrario, j'ai d'autres personnes qui, elles, demandent des acomptes et c'est à minima 50%, et si le client est pas content, c'est pareil. Ou alors il va voir ailleurs. Donc il y a vraiment une façon d'aborder les choses, tu sais, il y a un switch à faire, je trouve, des fois. Il y a une culture de l'entrepreneur que oui, il a le droit de demander de l'argent, il a le droit que ses factures elles soient payées dans les temps, et oui, c'est légitime. Et même si on sait qu'il y a des lois, il y a des lois donc, qui imposent, vous pouvez mettre dans vos conditions générales de vente, si vous payez en retard, vous payerez tant de pourcentage de pénalité, mais en termes de relation client, c'est pas top. Donc on l'applique pas en général, et souvent les clients ne l'appliquent pas. Mais c'est sûr qu'il faut expliquer pourquoi ils ont besoin de cet argent, parce que sinon, clairement, il sera tout le temps en train de courir derrière de l'argent qui devrait être à qui lui l'intérêt. est dû et qui c'est tout à fait normal de se faire payer d'avance quand c'est pour aller acheter du matériel pour son client. Enfin, ça paraît hyper logique. Mais tu vois, il y a quand même beaucoup de croyances limitantes autour de ça. Donc ça, ok, ça, vraiment, donc sur la trésorerie, la rentabilité, le suivi de sa trésorerie à travers l'indicateur de besoin en fonds de roulement à bien maîtriser et à bien comprendre. Effectivement, pour moi, c'est vraiment les deux sujets, enfin les trois sujets fondamentaux d'une gestion d'entreprise. Quand même, entre guillemets, basique, si on veut dire, mais si on maîtrise déjà ça, on est pas mal. C'est déjà pas mal. Déjà, on est pas mal. On n'est pas dans le noir où... moi, je sais que j'avais un prospect, il nous avait dit... donc, c'était une librairie. Et il nous a quand même dit je voudrais fidéliser mes salariés, voilà, j'ai envie de leur donner des primes. Et on a dit, mais comment vous faites pour donner une prime? Il dit, je regarde mon compte en banque et je vois si j'ai de l'argent. Et si j'ai de l'argent, je vois si je peux les augmenter ou pas. Et on était là, mais c'est pas possible. Mais il y en a beaucoup qui pilotent au compte bancaire. Hein. Oui, ils pilotaient au compte bancaire. C'est-à-dire, ok, peut-être que ton compte bancaire aujourd'hui, mais est-ce que tu sais combien de fournisseurs t'as pas payé? Est-ce que tu sais si ton IS il est passé? Est-ce que tu sais si ton URSSAF est passé? Alors, c'est trop volatile. Le compte bancaire aujourd'hui, il est de temps, mais où t'en es? Tes créances clients sont rentrées, tes fournisseurs, t'en es où? Tu peux pas piloter qu'au compte bancaire. Exactement. Et nous, on en a plein qui nous disent ça quand on leur demande est-ce que vous suivez un peu votre trésorerie? Est-ce que vous savez ce que c'est le BFR? Oui, globalement, mais bon, je sais à peu près ce qu'il me faut par mois pour couvrir mes charges. Et puis bon, je regarde mon compte bancaire tous les matins, donc je sais où j'en suis. C'est mieux que rien et c'est déjà une bonne pratique en soi. Au moins, on n'avance pas non plus les yeux fermés, on fait pas des dépenses qui vont nous mettre dans le rouge, mais il n'y a pas de l'anticipation suffisante en fait pour se dire ok, j'en suis là et c'est normal et j'ai pas de sueur froide parce que mon compte a descendu d'un coup parce que je sais pourquoi, mais je sais que dans X jours ça va remonter parce que et en fait ça te donne de la sérénité en fait aussi au quotidien et ça a pas de prix en fait aussi quand on est entrepreneur, c'est important. Et aussi travailler sur donc la notion de cash burn, donc c'est ça, c'est de combien d'argent j'ai besoin par mois pour mes charges fixes et d'avoir un coussin de sécurité parce que demain, voilà, on est dans une crise politique en France où il n'y a pas beaucoup d'activités dans tous les secteurs et bien peut-être que d'avoir ce coussin de sécurité et de se dire voilà tous les mois de savoir combien cash burn, c'est combien je brûle d'argent par mois, de savoir que ok là je tiens avec cette trésor, je tiens 3 mois, je tiens 6 mois. C'est quoi un peu tes précos là-dessus, de dire combien de mois d'avance il faudrait pour être genre moi je trouve que bien 6 mois on est bien. 6 mois ouais, 6 mois on est bien, parce qu'on a le temps de se retourner, de peut-être revoir sa stratégie, de rechercher un autre client, de peut-être de réajuster, on a 6 mois pour se retourner, sachant qu'on peut mener des actions pendant 6 mois, peut-être baisser telle charge, on peut mettre au chômage technique, on peut baisser les temps partiels, peut-être. Ouais, ça laisse du temps de pouvoir faire les actions qu'il faut pour pouvoir aller... je pense qu'en 6 mois, on a le temps de se réajuster par rapport au marché. Il ne faut pas d'être pris à dépourvu et de dire, bon voilà, j'ai cramé tout mon cash et maintenant j'ai plus de cash, je ferme la société, alors que vous avez construit une marque, vous avez construit une notoriété, vous avez construit tout ça, vous avez donné tout votre cœur dans votre entreprise. On dit, bon, il y a une crise, je ne vais pas la supporter. Maintenant, il faut passer cette crise, quoi. Ouais, donc d'être conscient que l'anticipation, c'est clé et que si on a de l'argent sur le compte, c'est tant mieux et c'est pas, c'est Noël, on se fait plaisir et on crame un peu, on peut se faire des petits cadeaux, mais bon, dans la limite, c'est raisonnable. J'avais donc des clientes, elles m'ont dit, ah oui, mais notre expert comptable nous a dit, bon, vous payerez moins d'IS, vous avez qu'à vous faire plaisir. Faites-vous plaisir, mais c'est pas pour ça c'est-à-dire ce que vous allez dépenser, ok, vous allez vous faire plaisir, vous allez acheter, mais faites-vous plaisir intelligemment. Faites un investissement. Voilà, moi j'ai des clientes qui ont investi dans de l'art, des tableaux qu'elles aimaient et elles savent qu'elles pourront le revendre si demain il y a un problème. Et je trouve que c'était intelligent comme ça. Elles baissent leurs IS, ok, elles voulaient payer moins d'impôts, mais au moins elles ont investi. Elles ont investi dans si on a les moyens d'investir, pourquoi pas dans des ordinateurs, dans des iPads, de quelque chose, mais pas
faire des dépenses juste pour baisser son IS, c'est pas du tout intelligent. Ouais. Bon, merci pour ce petit rappel. C'est toujours pertinent, intéressant d'avoir ces bonnes pratiques-là quand même pour rester en vigilance. Et je pense que vraiment aujourd'hui, le cash, comme tu disais, c'est l'essence dans la voiture. Et là, il faut avoir le plein, là. Il faut faire le plein. C'est pour mieux. 2025, ouais, il faut faire le plein. Et donc, du coup, on a vu ces indicateurs clés, on va dire. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité dans lesquels il y a peut-être d'autres indicateurs à regarder? Alors oui, si on est dans... Donc là, c'est plus si on est dans la prestation de service et client-fournisseur. Mais si vous êtes dans, par exemple, l'achat-vente, il y a aussi le stock. Votre stock, il est immobilisé. Par exemple, si on prenait la librairie, elle achète des livres, elle les stocke. Donc déjà, ça prend de la place. Donc il y a tout... un caviste, pareil. Il y a des stocks de vin. Donc ça prend un espace de stockage. Et donc, il faut que ce stock ait analysé ce roulement de stock et ce temps qui reste cet argent immobilisé. Puisque tant que vous ne l'avez pas vendu, vous n'avez pas de trésorerie. Par exemple, cette librairie, donc c'était un frère et une sœur, et il avait acheté, donc le frère avait passé beaucoup de commandes pour des petits jouets de Noël. Vous savez, ils font des petits jouets en plus que les enfants, voilà, vous allez dans la librairie, ils veulent acheter des petits jouets. Et donc, sa sœur, elle lui dit oui, t'as acheté trop de jouets. Donc, il avait fait une grosse commande et il les a pas vendus. Et donc, c'est de l'argent qui dormait pendant 1 an, puisqu'il va les ressortir l'année d'après. Et d'après, il lui avait dit surtout, t'en achètes pas là, c'est bon, on en a trop. Et c'est dommage parce qu'il n'a pas anticipé. Donc, c'est de l'argent qui va dormir pendant 1 an. Ça va prendre de la place. Il aurait pu peut-être acheter d'autres livres qui auraient pu marcher et utiliser cet argent autrement. Et c'est ça aussi la gestion du stock. Complètement. C'est important de le souligner parce que des fois, on se dit, c'est là. Et puis on s'en fiche un peu, alors que justement là on a vraiment des leviers et il faut aussi après le faire. Il y a vraiment de la stratégie aussi suivant les périodes dans l'année, suivant quand on clôture, notamment quand on veut aller faire des investissements, parce que le besoin en fonds de roulement c'est un indicateur qui est quand même vraiment regardé aussi par les établissements bancaires. Donc peut-être jouer sur son stock un peu avant son bilan pour que quand on va aller faire le bilan, on ait une photo qui soit propre à présenter au comptable qui 2 semaines après c'est plus ça, mais c'est pas grave parce que ce qu'on présentera au moins ça sera propre entre guillemets et ça permettra d'avoir des effets de levier intéressants derrière quoi. Et puis regarder la rotation du stock, de voir combien de temps on fait pour vendre notre stock. Est-ce que si c'est par exemple des vêtements, est-ce qu'on met 2 mois, est-ce qu'on met 3 mois, est-ce que combien de temps dans la librairie pareil, il me disait ça c'est des vieux livres, je les ai, je sais même pas si je les vendrai un jour. Voilà, ça prend de la place dans les rayons au lieu de vendre, c'est un coup d'opportunité. Il aurait pu peut-être mettre un autre livre qu'il aurait pu vendre mieux ou peut-être des jouets parce que ça marche aussi les petits jouets, les choses qu'ils vendent à côté, ça leur fait quand même une marge supérieure au livre. C'est des choses qu'il faut savoir peut-être pas investir dans une rotation de stock qui tourne pas quoi. Complètement. Ça, c'est vraiment important sur le stock, c'est un vrai sujet à regarder en fait. Et on a aussi des activités dans le service, parce que dans le service, donc tu nous as dit, mais il y a aussi la notion d'heure. Oui. C'est parce que quand tu fais de l'achat-revente, c'est sur tes marges, t'achètes à un fournisseur, tu sais combien ça te coûte, tu sais qu'à minima, tu vas revendre le même prix avec ta marge dessus. Quand on est dans le service, on vend son temps. Donc ça va être quoi les indicateurs à suivre? Alors ça, je dis tout le temps aux entrepreneurs, ils me disent mais je suis rentable, parce que de toute façon, moi, j'ai pas de charge, je vends mon temps. Je dis mais déjà, regardez quel salaire, à minima, vous avez besoin, vous, de sortir. Parce que, ok, vous êtes rentable si vous prenez juste vos charges, votre logiciel, votre ordinateur, ok, vous êtes rentable, mais votre temps, il faut savoir combien vous valorisez votre temps et sortir une rémunération qui est correcte pour vous. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir fixer vos prix, savoir combien vous allez pouvoir vous vendre, combien vous estimez votre temps. Et il ne faut pas oublier sa rémunération quand on donne dans la prestation de service et qu'on vend son temps. Et analysez vos heures, saisissez vos temps. C'est ce que je dis quand j'accompagne sur plusieurs activités, je mets systématiquement en place. Je leur dis, si vous voulez qu'on analyse par activité, dites-moi combien d'heures vous avez passé sur telle activité, combien d'heures en administratif et en prospection, parce que ça aussi, c'est du temps qui n'est pas facturable, qu'on va répartir sur les autres activités et comment on va développer. Mais si on n'a pas cette saisie des temps dans la prestation de service, on peut rien faire, puisque votre temps, on ne sait pas comment vous l'avez occupé à telle activité 1, activité 2, activité 3. Et ça demande de la rigueur quand même là-dessus. Oui, on sait, mais ils savent à peu près. Mais moi, par exemple, pour moi, dans mon métier, moi, je saisis mes temps et je sais à la fin de l'année que j'ai pas assez de temps sur un dossier. Ok, ce dossier, je suis rentable. Il a explosé son chiffre d'affaires, mais j'ai pas passé tellement plus de temps, donc je vais pas forcément lui augmenter ses honoraires. Lui, il y a eu des sujets complexes. Bon, peut-être que là, il faudrait que j'augmente les honoraires. C'est vraiment
faire une analyse de rentabilité par dossier, c'est essentiel pour savoir comment valoriser notre temps. Parce que si on vend trop pas cher, c'est quoi le risque en fait? Vous allez vendre pas cher. Donc vous allez vous dites bon, c'est pas grave, je suis rentable, c'est juste mon temps. Sauf que vous allez perdre un coût d'opportunité sur une autre mission que vous aurez vendue plus cher. Vous allez frôler le burn-out parce que vous allez être trop pour avoir votre chiffre d'affaires et vos objectifs de rémunération. Vous allez prendre du chiffre. Finalement, vous n'allez pas tenir à long terme et c'est un cercle vicieux. C'est pour ça que la rentabilité, même dans les prestations de services et la saisie des temps, c'est essentiel. Moi, je le mets en place systématiquement chez mes clients. Saisissez vos temps. C'est vraiment clé comme conseil là que tu nous donnes. Aussi parce que quand on est dans la prestation de service et qu'on vend son temps, on vend aussi, entre guillemets, un peu sa personne. Et là, comme on a eu un peu des sujets sur les acomptes, j'ose pas demander, etc., il y a aussi le combien je vaux. Et il y a un peu toutes ces questions aussi qui sont derrière, et donc d'être aussi clair et honnête envers soi-même, de dire j'ai passé tant de temps sur cette prestation, je l'ai pas vendu assez cher, ou au contraire je suis rentable, mais via la valeur perçue ou ce que j'ai rapporté aussi à mon client, c'était ok, et donc je peux potentiellement augmenter mes prix, et mon prix je peux aussi l'augmenter par rapport à un service rendu, et pas juste par rapport à un niveau de charge et de rémunération. Ou alors ok, pourquoi pas, mais il faut en être conscient et se dire je suis sur ces tarifs là parce que moi je veux être à ce niveau là, je cherche pas plus et je suis ok avec ça et ça me va. Donc la fixation des prix dans la prestation de service aussi, elle dépend de facteurs qui sont émotionnels, hyper importants. C'est clair. Et il n'y a pas que le temps. Il y a, comme tu l'as dit, il y a qu'est-ce que j'ai apporté comme valeur à mon client. Et peut-être que si on fait l'analogie par exemple avec mon secteur, donc la comptabilité et les missions de DAF, clairement, un client, la compta, aujourd'hui, vous avez des logiciels qui vous font la compta, même ils vous promettent la compta gratuite. Mais vous n'avez pas de conseil derrière, vous ne savez pas comment est fait votre compta, vous devez faire tout, vous devez saisir vous-même. Donc, clairement, les clients, ils sont prêts à payer. Pourquoi? Pour du conseil, pour avoir quelqu'un qui est là, qui vous répond au téléphone, vous avez une question, ok, je suis là, on prend rendez-vous demain, ok, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton problème? Ok, il y a une crise, on fait un prévisionnel de trésorerie, je suis là, je te fais un devis, c'est ok. On avance comme ça. Et les gens, ils sont pas prêts à payer pour leur compta parce que, voilà, c'est le marché. C'est le marché qui veut ça. La compta, ils pensent qu'il faut appuyer sur un bouton et votre bilan, ils sortent totalement. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore, non. On n'y est pas encore. Ça prend du temps. Et si vous voulez que votre compta soit bien faite et que votre expert comptable, il prenne de la hauteur et fasse de l'analyse, vous êtes obligé de payer un peu plus cher. Et moi, dans ma stratégie, clairement, j'ai des plafonds et en dessous je dis moi je peux pas m'aligner, je vais chez un expert. Oui, parce qu'on est sur aussi du temps, parce que aussi on vend du temps, on vend du conseil, et donc par rapport à cette notion de rentabilité, c'est je vais passer du temps sur le dossier, et donc ce temps il faut il est à payer et il faut qu'il soit rentable. Donc, et puis, je pourrais pas t'apporter le conseil que tu auras besoin et l'analyse que moi vraiment je suis mes clients. Si la TVA est mensuelle, je vais faire mensuellement, on peut faire un point à n'importe quel moment mensuellement. Si sa TVA est trimestrielle, je vais faire un point trimestriel. Il m'appelle, il a accès à il a l'appli sur son téléphone, il sait quel chiffre d'affaires, il sait exactement quel fournisseur a été payé, quel client n'a pas été payé, il peut faire ses relances, il a tout qui est saisi mensuellement et ça. Clairement, je peux pas. C'est un modèle économique qui prend du temps et qu'il faut payer. Et c'est ce conseil qu'on paye. Et les clients, c'est cette valeur perçue, cette sérénité, c'est ça qu'ils viennent chercher aussi. Voilà, c'est ça qu'ils viennent chercher, d'être vraiment, de les accompagner et de savoir aussi ce qu'ils viennent chercher. Donc quand ils viennent, c'est pas juste la compta. C'est vraiment demain, j'ai un problème. Voilà, je suis dans le rouge. Comment on l'anticipe? Là, j'ai vendu une mission cet été. Elle était ça se passe très bien avec son expert comptable. Donc elle m'a dit moi je veux pas changer, ça se passe très bien, mais elle m'apporte pas de conseils, mais je garde mon expert comptable. Elle avait besoin juste d'une analyse de rentabilité sur ses projets. Donc elle c'est une chef de chantier. Donc dans le bâtiment, elle fait plein de projets et donc on a construit un tableau, une mission de DAF ponctuelle, juste on a fait ça en one shot, un tableau. Elle peut rentrer, elle a un prévisionnel pour chaque projet, chantier 1, chantier 2, 10, je lui ai fait jusqu'à 10 chantiers, parce qu'au maximum elle a 10 chantiers en même temps, glissant sur l'année, donc elle clôturait en juin, donc c'était de juillet à juin, et elle peut rentrer comme ça, le réaliser, et ensuite elle rentre son prévisionnel, et elle sait quand est-ce qu'elle doit facturer, et on avait mis en rouge, si sa trésorerie passe en négatif, hop, ça passe en rouge, donc elle sait qu'elle doit facturer, anticiper sa facturation, et
ça se passait bien avec son expert comptable, donc elle va continuer avec son expert comptable pour faire sa compta, mais des fois, elle a besoin de comme ça, d'un petit, vraiment d'indicateurs. Et donc, justement, c'est parfait comme transition, parce que ma question suivante, c'était comment on fait concrètement dans la pratique pour piloter. Donc, comment on fait pour, on va rester que sur les 2 indicateurs principaux dont on avait parlé, la rentabilité et la trésor. Comment on fait pour concrètement vraiment, alors là je te parle vraiment genre je suis là devant mon ordinateur, la page blanche, je voudrais vérifier ma rentabilité, je fais comment? Qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme outil? Quand vous êtes seul, vous pouvez commencer. En général, ils ont tous leur tableau, un peu leur tableau de suivi et ils sentent à peu près comment ça fonctionne. Et vous mettez donc pareil votre chiffre d'affaires, vous mettez toutes vos charges variables, vous avez votre résultat. Dans un tableau Excel, basique. Simple. Ensuite, les charges fixes, vous avez votre résultat et à minima, vous avez votre rentabilité. Vous savez combien vous gagnez pour 1000 € de chiffre d'affaires, combien de résultats vous sortez. Et ça, on le fait tous les mois. On le fait. Franchement, tous les mois, c'est bien quand même. Si vous suivez c'est bien de suivre un peu ce qui s'est passé, au moins mensuellement, c'est des indicateurs simples, le chiffre d'affaires, les charges. Ne serait-ce que sur le chiffre d'affaires, si on fait sa facturation tous les mois, qu'on puisse remplir peut-être les charges, on peut les faire une fois dans l'année, 1 ou 2 fois dans l'année parce qu'on les connaît d'avance. Elles bougent pas, donc vous pouvez les remplir et les glisser. Et les charges variables, dire voilà, j'ai pris un prestataire de service sur telle charge, sur telle mission, j'ai pris un prestataire de service, il m'a pris tant de marge. Là, j'ai dû sous-traiter, donc forcément, ça m'a enlevé de la marge. Là, j'ai fait tout toute seule, donc c'est bon. Et ça, je pense que tous les mois, c'est un minimum. Après, si vous avez plusieurs activités, si vous êtes dans l'opérationnel, vous n'avez pas le temps, vous avez besoin d'analyser, de rentrer, je pense qu'il faut se faire accompagner soit par son expert comptable qui a vraiment une sensibilité gestion et finance. Donc nous, c'est notre cas. Oui, vraiment le choix du cabinet, soit un conseil externe et qui a cette sensibilité gestion. Et je pense qu'il faut vraiment séparer la compta et la gestion. La compta, c'est le passé et on a besoin d'analyser le passé. Mais il faut aussi analyser la gestion. Ça veut dire vraiment par activité, le pilotage. C'est pour ça, quand tu disais sur la rentabilité, limite avoir un tableau potentiellement par type d'activité, quand on a des activités très diverses, pour qu'on puisse voir celles qui sont rentables, qui ne le sont pas, ce qu'on disait tout à l'heure. Même par produit, si vous êtes dans même par produit, vous pouvez faire... j'ai des produits qui sont complètement différents. Par exemple, une librairie qui vendrait des livres et qui vendrait des petits jouets et des choses à côté, et bien peut-être faire une analyse parce qu'elle marche beaucoup plus sur les petits jouets et les trucs que sur les livres. Et c'est des produits d'appel et c'est des choses sur une marge. Donc, c'est vraiment par type de produit ou par type d'activité. Donc ça, c'est essentiel. Donc, via du tableau. Après, il y a plein d'outils qui existent. Ah oui, il y a beaucoup d'outils. Et ça, je pense qu'il faudrait plus un professionnel qui vous accompagne sur les outils parce que c'est compliqué de rentrer dans les outils, de prendre du temps. Il doit y en avoir, mais moi, je trouve ça compliqué pour les clients. En général, ils ont besoin juste du rendu. Je trouve que je suis assez convaincue que les outils aident, soulagent, etc. Mais on est quand même, je trouve, souvent prospecté pour tel nouvel outil ultra révolutionnaire, très simple, tatati tatata. Est-ce que des fois, surtout quand on est au démarrage, le bon vieux tableau Excel, là, comme tu dis, de se prendre peut-être un petit moment là-dessus, voire se faire accompagner en one-shot, comme tu le disais, pour la mise en place. Au moins, on a nos tableaux, on est à l'aise sur la façon de les remplir. Et après, une fois qu'on est commencé à être à l'aise, oui, pourquoi pas automatiser avec un outil via le logiciel peut-être de son expert comptable ou un autre type de logiciel. Il y en a plein, en fait. Même les logiciels métiers. Il y a énormément d'outils maintenant qui permettent de le faire. Mais c'est pas l'outil qui va calculer. C'est ça. L'outil va venir aider et soutenir une action, mais c'est pas l'outil qui va le faire à notre place. Et c'est pas parce que d'un coup, j'ai un super outil pour mesurer ma rentabilité que elle sera bien mesurée si on sait pas s'en servir, quoi. Non, clairement, les outils, il faut prendre le temps de rentrer dedans. Et je pense que souvent, quand les entreprises elles grossissent, elles ont pas cette vision qu'un expert comptable et qu'un conseil financier il pourra vous amener et de vous dire les points noirs. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai une cliente, elle vient de créer sa boîte et elle est dans le conseil, donc elle vend son temps, elle vend à la journée, elle est dans le conseil RH. Et je fais sa TVA et je fais mais c'est bizarre, elle n'a pas de TVA ce mois-ci, donc je rentre dans sa facturation, je vois qu'elle n'a pas facturé. Donc comme elle démarre son activité, je sais qu'elle c'est le début, elle était salariée, c'est le début de l'entrepreneuriat, je l'appelle, je dis écoute, j'ai fait ta TVA, t'es en crédit, t'as pas facturé ce mois-ci, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit oui, c'est vrai, j'ai pas pensé, j'ai pas facturé, donc du coup ils m'ont pas payé, donc du coup j'ai pas pensé, c'est pas qu'elle a pas travaillé, c'est qu'elle a pas facturé. Elle pensait qu'ils allaient la payer tout de suite, qu'elle allait facturer, comme un salarié. Je facture le premier, il va me payer le 2. Ben non, il y a des délais de paiement et je lui dis ok, pas de souci. Là t'as la trésorerie parce que c'était un démarrage d'activité, elle avait pas encore, elle avait la trésorerie, elle avait mis de l'argent de côté, donc elle avait la trésorerie pour. Je dis par contre le mois prochain pense
à facturer en avance, calcule le temps qu'ils vont te mettre pour te facturer, comme ça tu factures au plus tôt et que tu anticipes ce temps-là. Et ça, ça veut dire prendre ce recul pour un entrepreneur, c'est difficile. Oui, effectivement. C'est le rôle souvent, on découvre les surprises, ce genre de surprises, et ça nous arrive, quoi. C'est le rôle de l'expert comptable, c'est le rôle de conseil qu'on a. C'est notre rôle de prendre de la hauteur sur le dossier. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut que ça soit à minima trimestriellement suivi les dossiers pour lui dire OK. Et puis là, elle m'a sollicité un point. Donc ça, c'était au mois de septembre. Là, en décembre, elle me dit ouais, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point. Je dis OK, on prend rendez-vous, on fait un petit point, on se suit. Et c'est ça, un logiciel comptable, il vous le fera pas. Non. C'est-à-dire un logiciel, peu importe le logiciel, vous n'avez pas l'expérience. Peu importe l'outil, il ne va pas alerter en fait. Voilà. Il va pas alerter. Et c'est ça que vous avez besoin de conseils. C'est dans ce sens. Et je pense qu'avec quand vous êtes accompagné avec des gens qui sont spécialisés dans ça et qui vont prendre le recul sur votre activité, sur ce qui se passe, sur il y en a qui sont en crédit parce qu'ils font de l'export. Donc c'est normal puisqu'ils n'ont pas de TVA à collecter puisqu'ils exportent. Donc ils sont systématiquement en crédit. Donc on ne va pas se poser la question. Mais si vous ne prenez pas de la hauteur sur votre dossier, un logiciel, il le fera pas. Il faut avoir une sensibilité. Ou alors, il faut vous former dessus et faire, pourquoi pas, des one-shots et construire un tableau qui vous correspond. Mais seul face à un logiciel, ça vous aidera pas. Ouais, c'est clair. Non, mais je suis assez d'accord. Et c'est bien là toute la valeur ajoutée des personnes, du coup, et des formations, de l'expertise métier. Et plus ça va, plus les gens se spécialisent aussi dans des activités. Et là, on a vraiment des gens qui ont une vraie expertise. Après, la difficulté quand on est chef d'entreprise et qu'on connaît pas forcément ou quoi, c'est d'avoir les bonnes personnes. Mais bon, dans le podcast, on a que des biens, nous. Donc, moi, j'ai des clients qui me disent moi, je veux que tu m'expliques, je veux rentrer dans mes chiffres, je veux comprendre, je veux faire mes tableaux. Et OK, on construit les tableaux et elle va les utiliser ensuite. C'est moi qui les ai construits, mais ensuite, elle pourra les utiliser et elle rentre dans ses chiffres. C'est aussi possible, mais il faut se former. Il ne faut pas se dire l'outil va tout faire et moi, je vais rien comprendre. Voilà, faut comprendre ce qu'on rentre dans l'outil et qu'est-ce qui sort. Et ça, il n'y a aucun problème. Si vous vous formez dessus et que vous êtes capable de comprendre ce que l'outil vous sort, il n'y a aucun problème. Même quand on a un copilote, en fait, il faut aussi comprendre ce qu'il nous dit, c'est hyper important. Et donc, du coup, après, là, c'est vraiment plutôt la rentabilité, mais la trésor, c'est pareil. La trésor, tous les mois, on fait le point sur ce qui doit sortir, ce qui est sorti, ce qui est rentré et ce qui va rentrer et sortir sur les 6 prochains mois. On s'est dit, c'est bien d'avoir 6 mois d'avance. C'est ça. Donc, d'avoir quand même une visibilité. Je l'ai fait sur un an. Sur un an, ouais. Pareil, la mission que j'ai fait sur les 10 chantiers, elle avait son volet rentabilité et son volet trésorerie. Donc, elle avait les deux. Elle sait que quand elle facture, je lui avais dit, je sais plus, c'était à 1 mois qu'elle encaissait. Donc, on avait mis, elle rentre elle facture telle date, hop, ça se mettait en automatique. 1 mois plus tard, elle avait sa trésorerie qui était débitée, qui rentrait. Par exemple, c'est du chiffre d'affaires. Par exemple, vous payez votre salaire le 30 décembre, vous êtes l'URSSAF, vous le payez le 15 janvier. Donc ça, hop, il faut le savoir qu'il y a 1 mois de décalage. Tout ça, c'est des choses qu'il faut anticiper parce que sinon, vous allez vous retrouver dans le rouge et vous allez dire je suis à la fin du mois, c'est bon, je vais me faire une petite prime, mais attention, il y a tout qui est pas Voilà, tout n'est pas passé. Donc ça, il n'y a pas de souci pour créer des trucs, mais il faut juste comprendre ce qu'il y a derrière. Il faut comprendre ce qu'il y a derrière et puis avoir ces notions de délai et l'anticiper. Pour l'anticiper, il faut connaître tout simplement. Donc hyper intéressant. Et la dernière chose que je voulais aborder, c'était justement par rapport aux rentrées de cash, parce que maîtriser ce qui sort, en fait, en vrai, on sait ce qui sort. Par contre, maîtriser ce qui rentre, c'est toujours un peu compliqué. Et moi, forcément, j'ai plein de clients qui me disent mais moi, je peux pas savoir quand est-ce que je serai payée. Donc, tu vois, il y a des petits tips. Donc, est-ce que tu peux en partager? Des fois, je me dis si ça vient d'une autre bouche que de la mienne, peut-être que le message, tu vois, pourra passer encore mieux. Alors, moi, je suis d'accord pour la compte. Que si c'est des missions pas récurrentes et en plus, on a toujours peur de ne pas se faire payer, de faire des acomptes et de se faire payer ensuite par exemple 50% et ensuite 100%. Faire des process de relance, comme tu as dit, relance numéro 1, relance numéro 2, mise en demeure. Je pense que aussi le fait de donner ses créances... en recouvrement en bout de chaîne, ça c'est clair. C'est clair que ça crée vous allez peut-être payer un petit peu, vous allez perdre un petit peu de votre créance, mais au moins vous avez la trésorerie tout de suite et ça vous permet de financer. Et ça, c'est clairement quelque chose... l'exemple de ma cliente, elle avait fait un emprunt bancaire, mais clairement, ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu être fait. Parce que c'est une créance qui était certaine, c'est un grand groupe, donc on savait qu'ils n'allaient pas faire défaut. Et c'est comme ça qu'elles ont eu leur emprunt bancaire. Mais c'est vraiment tous ces petits tips. Il y a aussi le prélèvement automatique. Moi, j'allais dire, le prélèvement, c'est quand même quelque chose moi, je suis en prestation récurrente. Donc moi, mes clients, ils sont prélevés automatiquement tous les mois.
et ils acceptent. Et après, il y en a qui acceptent pas le prélèvement automatique et on sait que c'est en général pas top quand ils acceptent pas parce que quand vous êtes prélevé en automatique, vous êtes tranquille, vous savez que la facture elle va être prélevée et, Ça. et on Donc va des pas se suivre. acomptes, des facturations d'avancement, des prélèvements, des process de relance. Mm. Ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes, effectivement. Donc, c'est toujours bon de le rappeler, la répétition dans la pédagogie, tu vois. C'est quelque chose d'important. Donc, on pense toujours à ces bonnes pratiques. On va arriver à terme vraiment de cet échange. Donc, on va vraiment retenir les 2 indicateurs phares à suivre, la rentabilité et la trésorerie, avec des tableaux, même si c'est des tableaux basiques, mais à suivre régulièrement et se faire accompagner, ne pas hésiter à se faire accompagner pour avoir en fait un copilote pour bien piloter son entreprise. Donc, vraiment, ce qui est important. Est-ce que avant qu'on se quitte, tu as peut-être nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que bon, moi je te suis sur LinkedIn, donc on peut nous expliquer c'est peut-être quoi l'objet de ta communication. Ton mari aussi, je crois, communique pas mal sur les réseaux. Où est-ce qu'on peut vous retrouver tous les deux? Alors, oui, nous, tous les deux, on communique pas mal sur LinkedIn. On aime bien communiquer avec un peu d'humour parce que comme on est mari et femme et associés en expertise comptable, donc des fois, il me dit, vas-y, regarde, je te tacle sur LinkedIn. Ils font leur petite guerre de mari et femme. Et je vais commenter. Je sais qu'il y a beaucoup qui aiment. On aime bien dépoussiérer l'image de l'expert comptable. Et je sais que j'ai une cliente qui m'a dit ah mais vous savez je te commande pas, je like jamais tes posts, mais j'adore continuer avec votre humour et votre façon de voir les choses. Et on aime bien voilà un peu. On n'est pas des experts comptables comme ça derrière leur ordinateur un peu à l'ancienne. Et vraiment c'est pas du tout notre style. Vous pouvez donc nous retrouver, on parle souvent de l'entrepreneuriat. Mon mari, il est également prof de finance, donc c'est pour ça que l'orientation du cabinet, elle est vraiment direction financière. Il est prof de finance en master et en licence et en master de comptabilité. Et il a son école et il lance son école Nota Compta donc pour les étudiants en finance. Trop bien. Et donc, vous pouvez nous retrouver. Sinon, sur notre site www.mkdfi.fr. mkdfi.fr. Bon, on mettra les liens aussi en description, les liens vers vos pages LinkedIn et YouTube, je crois aussi. Pour lui, il a sa chaîne YouTube et sinon, tous les deux sur LinkedIn, on communique assez régulièrement sur tout ça, sur tous les tips, sur le monde de l'entrepreneuriat, sur tout cet univers. Je peux que encourager les gens à aller vous suivre. Moi, je suis ça de façon fidèle. À mettre des pouces, parce que alors, le nombre de personnes qu'on croise, moi, que je croise qui me disent « Ah, j'aime bien ce que tu fais », mets des pouces parce que c'est ça. En fait, on ne se voit jamais liker. Bon, bref, ce sera le petit message en soum histoire de toucher les personnes qui se sentiront reconnues. En tout cas, voilà, nous, on peut retrouver aussi le podcast donc, sur la chaîne YouTube et également sur toutes les plateformes d'écoute. Et donc, pour ceux qui nous écoutent, nous regardent, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à partager aussi autour de vous pour aider les entrepreneurs à développer sereinement leurs entreprises, à avoir, comme on a pu avoir aujourd'hui, plein de tips, de conseils activables en fait assez facilement au final, et à dédramatiser aussi. Et être chef d'entreprise, c'est un vrai métier. Et il y a énormément de conseils et de supports, de ressources qui existent, donc ne pas hésiter à se renseigner. Et là, on a de la ressource gratuite à disposition, offerte en tout cas, à disposition, parce que le temps compte. Donc, c'est avec plaisir et donc ne pas hésiter à partager le podcast. Merci en tout cas, Karine, pour l'échange et puis à très très bientôt. Merci à toi. Salut.